Richard Toll, ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait déjà des établissements humains très anciens. Hein. C'est le village de Ndiaou qui a joué un rôle important dans l'histoire du Sénégal, qui était un peu le fief de ceux qui portent le nom Ndiaou, qui avait un pouvoir, une parcelle du pouvoir au niveau du Wallo, les Djaoudines. Et vous avez aussi le village de Kouma, et ainsi de suite. Richard Toll, c'est le pur produit des expériences agricoles hein, de la France au Sénégal. Parce que le projet colonial a été d'exploiter économiquement cette terre. Et donc il y a eu beaucoup de tentatives hein, qui ont réussi, beaucoup aussi ont échoué, notamment du fait de la résistance des Saint-Louisiens, comme on les appelait comme ça. Et donc l'expérience agricole de Richard Toll a connu un succès relatif. Et ce nom viendrait d'un des ingénieurs, ou en tout cas des techniciens en termes d'agriculture, Richard, qui avait un champ ici. C'est un peu ce qui se dit, même si je ne sais pas, l'historiographie officielle n'est pas très... Mais la communauté est un peu d'accord que le nom de Richard vient d'un nom propre d'un monsieur qui s'appelait Richard et qui était aussi un des acteurs des expériences agricoles que la France coloniale a tenté, notamment dans cette partie du Sénégal, le long de la vallée du fleuve Sénégal. La folie de Baron Roger, effectivement, c'est un bâtiment qui est à Richard Toll. Les folies, c'est un genre architectural hein, qui a eu son époque en France. Et c'est souvent de petits châteaux comme ça, et on les appelait des folies. Et cette folie-là, c'est le Baron Roger qui l'a mis à Richard Toll et qui représente beaucoup dans l'histoire de cette partie du Sénégal. Parce que c'est une histoire qui est liée à l'implantation française, mais c'est une histoire aussi qui est liée aux premières expériences agricoles et de colonisation agricole de la France au nord du Sénégal. Et donc, à travers la folie du Baron Roger, on peut lire les dynamiques sociales, mais aussi on peut lire aussi les dynamiques d'orientation économique dans cette partie du Sénégal. Donc ce fort est un témoin important hein, des différentes politiques qui ont été menées au Sénégal avec plus ou moins de bonheur hein, par la France dans sa volonté de s'implanter et d'exploiter économiquement le Sénégal.
la grande dame que l'on voit lorsqu'on entre à Dagana, à la place publique de Dagana, c'est la reine, c'est la statue de la reine Dateyala du Waalo. La reine Dateyala a été un leader politique en un moment important parce qu'elle a régné à un moment où le basculement s'effectuait entre le pouvoir indigène local et le pouvoir colonial de manière militaire, hein, de manière violente. Et donc elle représente d'abord la femme émancipée, la femme politique, elle représente la femme leader et elle représente aussi la femme Wolof. Et c'est un exemple. Donc cette statue-là a été érigée à un moment où il y a eu un foisonnement au Sénégal de restructuration des espaces publics. Et ce qui est intéressant avec ce statut Dateyala, c'est toute la controverse qu'il y a eu lors de son érection. D'abord parce que c'est la religion musulmane qui est la religion de cette partie du Sénégal. Et les représentations iconographiques, les statues ne sont pas très très bien vues. Et en plus, Dateyala, dans la gravure de l'abbé Boala, est dessiné en tenant une jolie pipe en train de fumer son tabac. Et donc ça a été aussi une grande discussion. Est-ce qu'il fallait laisser l'image d'une femme avec une pipe dans un endroit comme cela? Mais finalement, la vérité historique l'a remporté. Et moi, cette pipe-là, je l'appelle la pipe de la controverse. Parce que cette pub-là, finalement, elle subit toutes les colères, hein, surtout sur le plan politique. Donc elle a été 1000 fois cassée, refaite, recassée. Donc ça montre aussi les dynamiques d'appropriation et les dynamiques de contestation de certains éléments du patrimoine. Et la nécessité de s'accorder avec les communautés dans la démarche patrimoniale. Donc c'est un cas d'école extrêmement intéressant. Mais ça fait la fierté des Daganois, ça fait aussi la fierté des Walo-Walo. Et au-delà aussi, ça fait la fierté des Sénégalais de voir des femmes leaders du 19e siècle représentées dans l'espace public sénégalais, ce qui est relativement rare. Donc c'est assez rare pour le souligner. Donc c'est un excellent exemple de ce qui peut être fait dans les espaces publics au Sénégal. Important dans l'histoire du Waalo, du fait de sa position géographique. Parce que vous savez, pendant très longtemps, le fleuve était la voie commerciale par excellence. C'est à partir du fleuve que les Européens ont commercé pendant très très longtemps avec les Africains de l'intérieur, comme ils disaient. Et c'est à partir du fleuve aussi que la pénétration coloniale s'est préparée et s'est réalisée. Parce que cette partie du Sénégal a été la première partie conquise en 1855 par l'armée coloniale. Donc c'est la première partie du Sénégal annexée. Ensuite vont suivre les autres parties jusqu'au Bawol qui va être la dernière partie annexée du Sénégal. Alors vous êtes ici, vous êtes aussi sur un exemple type de ce qu'on appelle les escales du fleuve Sénégal. Les escales du fleuve Sénégal, c'est l'ensemble de ces infrastructures coloniales qui ont été construites lors de la présence française et qui ont servi à la fois pour les éléments militaires, parce que ces forts-là, c'était d'abord, comme on l'appelle fort, c'est d'abord des casernes militaires. C'était les seules zones françaises dans les territoires sénégalais, africains. Donc ici, c'était un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'exceptionnalité diplomatique. Le fort appartenait aux Français et c'est à partir de là qu'ils surveillaient leur commerce. Et le fleuve était la voie royale. Et donc ce fleuve-là, ça va jusqu'à Bakel, navigable pendant une bonne partie de l'année. Oui, le fort de Dagana, c'est l'un
l'une des premières infrastructures construites par la France coloniale ou la France précoloniale à Dagana, dans le Waalo. Ce fort était un point d'ancrage par rapport à la sécurité de la navigation fluviale qui était l'une des principales activités économiques de la France en rapport avec les communautés indigènes. Donc, et comme la plupart des infrastructures coloniales, ce fort a été délaissé pendant très longtemps. Il était en état de complète ruine. Et à un moment, l'État du Sénégal a décidé avec des partenaires de le réhabiliter. Et cette réhabilitation a été effectuée et le fort a été requalifié. De fort, il est passé à une infrastructure d'hébergement touristique. Donc c'est maintenant un hôtel. Et c'est l'un des exemples que l'on essaie de montrer à travers le Sénégal sur la possibilité de redonner une nouvelle fonction sociale ou économique aux éléments du patrimoine architectural colonial. Et donc pour cela, c'est un exemple qui est relativement réussi. Et de toute façon, cela nous démontre qu'il vaut mieux investir dans la réhabilitation de ces sites-là et de les réinsérer de nouveau dans le tissu économique et social que de les laisser comme ça en ruine.